la nationalité civile. Non, c'est un mouvement associatif, c'est bénévole, c'est volontaire, donc ils ne sont pas sur d'autres thématiques. Par exemple, que l'expression appropriée est le mouvement sportif. Point, les financements publics et les financements privés. Personnel de la sanction pénale, l'individualité de la Et là, nous sommes au Cameroun, de la pratique institutionnelle de l'exclusivité. L'exclusivité, la nationalité est instituée par la loi camerounaise, comme je l'ai dit, mais dans la pratique, il y a cette hypocrisie-là. Et cette hypocrisie-là, elle prend deux figures. Dans ces deux concepts, moi je vois une seule catégorie juridique, c'est-à-dire la nationalité civile. Vous avez entendu que la nationalité sportive, c'est une pratique. Tout à fait. Pour le dire autrement, la nationalité civile n'est pas établie encore. En ce sens que la nationalité, on peut dire, c'est la nationalité sportive qui n'est pas établie encore, en ce sens que cette nationalité sportive ne peut exister, ne peut procéder que si en amont, et cela existe toujours, n'est-ce pas, il y a une nationalité civile qui est de la compétence exclusive de l'État. Pour le dire autrement encore, la nationalité civile est un sportive est un usage qui, à la vérité, met en situation la plurinationalité. C'est cette plurinationalité-là qui est donc reconnue, prise en compte par les fédérations sportives de sport international qui vient donc, n'est-ce pas, la mettre à l'existence. À partir de là, vous comprenez que, eu égard à ce que la nationalité civile est l'expression de la souveraineté de l'État, et moi je pense que cette expression-là est exclusive, c'est-à-dire qu'une fédération internationale, fût-elle la plus puissante, je pense évidemment à la FIFA, n'attribue pas la nationalité. La FIFA n'attribue pas la nationalité à un sportif, à un individu, pour parler de façon plus englobante. La fédération sportive, je le réitère encore, contrairement à certains États, elle reconnaît le fait que l'état civil, de mon point de vue, n'est-ce pas, étant mise à la nationalité sportive, étant dans mon texte et dans mon esprit, toujours à mettre entre les mains. On me dirait peut-être que c'est le puriste du droit, le publiciste du droit qui parle de cette manière-là, parce que, à l'effet, là, je ne conçois pas que une chose, pour parler ainsi, n'est-ce pas, comme la nationalité puisse être produite, peut être attribuée par une entité autre que l'État. À partir de là, on l'a vu, je vais donc disséquer mon propos sur deux grands piliers, en indiquant d'abord que l'institution de la nationalité civile est exclusive en matière sportive. Et cette exclusivité est bien entendu dans la loi, quel que soit le pays, c'est l'État qui, n'est-ce pas, attribue la nationalité soit à ses nationaux d'origine, soit par le moyen, n'est-ce pas, de la naturalisation. Civile. Les États reculent, les États acceptent
bon gré, mal gré, n'est-ce pas, cette limitation de leur souveraineté. Et, bien entendu, cette limitation porte sur un enjeu central. Elle possède quelque chose de particulier, quelque chose que je nommerais, si j'avais l'esprit de défi, n'est-ce pas, le chantage à l'opium du peuple, c'est-à-dire le sport. Parce que si les États du monde se mettaient ensemble et décidaient de ne plus accepter ce diktat des fédérations sportives internationales, je suis convaincu que les choses de ce point de vue changeraient. Je suis convaincu. Magistrat congolais formé dans le Cameroun. Je ne voudrais pas ici revenir perpétuellement sur ce qui a été dit. Nous avons donc compris qu'il existe une ligne de démarcation entre la nationalité civile et la nationalité sportive. Les choses ont été dites. Aujourd'hui, nous constatons que le sport africain en général et le sport camerounais en particulier perd un peu en ce qui concerne son développement. On peut aussi s'interroger sur les conséquences de la nationalité sportive. Est-ce que la nationalité sportive ne serait-elle pas l'origine de ce que nous constatons aujourd'hui en Afrique en ce qui concerne l'évolution du sport africain? Qu'est-ce qu'il faille faire aujourd'hui pour mettre, j'aurais envie de dire, un terme à cette sorte de nationalité sportive qui, si vous me permettez l'expression, se veut comme étant une dérogation à la souveraineté, n'est-ce pas, de nos États, par exemple. Certainement, on fait une nationalité sportive pour un sportif ayant acquis une nationalité sportive autre que celle autre que la nationalité civile. Et quels sont les risques? Est-ce que finalement la nationalité dite sportive ne relève pas d'une fiction, puisque tout ce que vous avez eu à démontrer est dit que c'est l'État qui attribue la nationalité. Et si même nous prenons le cas d'un joueur, des joueurs qui, pour des raisons de compétition, vont dans des équipes, si Messi avait signé, par exemple, la nationalité espagnole, il aurait joué pour l'équipe d'Espagne. Mais est-ce que c'est parce que, par le biais d'une fédération, la compétition entre les États se traduit sur le plan sportif, qu'on peut dire qu'il existe une nationalité sportive? Parce qu'en réalité, c'est la compétition entre les États qui aboutit à ce que chacun veuille s'attribuer le service d'un joueur à qui il faut faire signer une nationalité. Et cette nationalité, pour ma part, est civile. Est-ce qu'au bout de l'exposé tel que vous l'avez déroulé, on peut vraiment dire qu'il y a une nationalité sportive, ou alors c'est un appui de langage, peut-être un glissement, qui laisse croire que c'est une fédération, ou alors que c'est le sport qui attribue la nationalité, alors qu'en réalité, c'est l'État. Et c'est l'État qui est en compétition avec un autre État, peut-être dans le cas de l'équipe nationale, et qui fait qu'un joueur individu puisse, pour jouer dans cette équipe, porter la nationalité du pays. Merci. Dans un cas, nous avons dit qu'on pourrait associer la nationalité civile et la nationalité sportive. Dans l'autre cas, nous avons vu que ces deux nationalités pourraient être distinctes. Alors, si nous les associons, est-ce qu'on pourrait interdire à un sportif de pratiquer son activité hors de son territoire, le territoire dont il a la nationalité civile? I would like to know if this double nationality or the sporting nationality is imposed on the players or the sporters in the country where they are playing or where they are practicing. And then, presently, international sporting federations are encouraging transformation. After an athlete must have been done with his career, he might want to become something else. So after he must have finished and decides to come back home, don't you think
it is good for us to welcome him back home so that he can bring his idea and help to move his country ahead, rather than closing him up because he has a double nationality. Thank you. Peut-être vais-je reprendre ce que j'ai dit. Vous voyez, à la fin, j'ai dit, j'espère que mon message n'était pas un massage. J'ai utilisé deux concepts qui expliquaient tout. J'ai dit, la nationalité civile, elle est organique. La nationalité sportive, elle est fonctionnelle. Lorsqu'on l'a dit, je réponds presque à toutes les questions. La fonctionnalité veut dire, c'est un usage. On prend pour faire quelque chose. Et quand on a fini de faire cette chose, normalement, cela prend fin. C'est ce que je dis concrètement. Alors, et dès le départ, j'ai bien dit, du point de vue de l'association, que la nationalité civile est la base de la nationalité sportive. La nationalité sportive ne peut pas être la base de la nationalité civile. Dès que celle-ci est la base, tout le reste n'est que déduction. Le préalable, fondatrice. Autrement dit, un apatride ne peut pas invoquer une nationalité sportive parce qu'il n'a pas de nationalité civile. L'apatride, c'est quelqu'un qui n'a pas de patrie. Vous connaissez le cas de cette sportive africaine qui s'est retrouvée dans un état de Bahreïn, qui n'avait plus de nationalité, qui ne pouvait plus compétir. Et pour pouvoir compétir, il a fallu prendre la nationalité de cet État pour compétir. Je crois que quand je l'ai dit, le débat ne se pose plus. On n'est pas dans l'attribution, on est dans la reconnaissance. En droit, les termes ont des significations précises. On reconnaît ce qui est, on attribue ce qui n'est pas encore. Et c'est l'État qui attribue. Les structures sportives n'attribuent pas la nationalité. Elles la reconnaissent parce que c'est fonctionnel. Donc la base, c'est cela. Et donc, on ne peut pas dire que c'est une fiction en tant que telle. Et je dirais même, si vous voulez qu'on parle de fiction, le droit n'est que fiction. La personnalité juridique, c'est une fiction. L'État, c'est une fiction. Vous n'avez jamais déjeuné avec l'État. C'est une fiction. Donc je crois qu'il ne faut pas utiliser l'idée de fiction ici, parce que ça ne s'irait pas, étant donné que tout est fiction. Vous ne trouverez pas dans un texte nationalité civile ou nationalité sportive. C'est ce que j'appelle des notions, pas des notions conceptuelles, mais des notions fonctionnelles. Cette nationalité est une notion conceptuelle, parce qu'elle est déterminée dans un texte, les différentes lois nationales. Et je voulais indiquer aussi que certes l'État est souverain dans l'attribution de la nationalité, mais cet État est lié également par les conventions internationales qui lui rappellent que toute personne a droit à une nationalité et que celle-ci doit être protégée. Ce qui veut dire que l'État ne peut pas faire autrement. Il ne peut organiser les choses que dans le sens indiqué par les conventions internationales qui le lient. Alors, je voulais également indiquer, parce que quelqu'un parlait tout à l'heure de à propos de l'association, la dissociation, il faut faire très attention. Quelqu'un parlait, est-ce que ça va prendre fin ou pas? Quand est-ce que ça prendra fin? Je rappelle que le droit international humanitaire est un droit initialement privé. Les conventions de Genève 1949 ne sont pas les conventions élaborées par les États, mais plutôt par des associations. Et aujourd'hui, les États sont soumis à ces différentes conventions. Ce qui veut dire que le privé peut élaborer des règles qui finissent par s'imposer à l'État. Donc il ne faut pas penser que du jour au lendemain, il y aura disparition de cette nationalité sportive.
Étant entendu que les fédérations sportives sont devenues de véritables sujets de droit international, et des sujets qui émettent des actes juridiques, lesquels peuvent s'imposer à l'État à travers les fédérations que l'État a agréées. Étant entendu, et j'ai utilisé la notion d'ordre juridique. Il y a comme à l'intérieur de l'État un ordre juridique qui lui échappe, alors même que c'est lui qui a admis cette structure privée. Quelle structure privée répond directement d'une structure extérieure qui a un caractère privé. Moi, ce que je pense plutôt, c'est qu'on risque de se retrouver dans la situation du droit international humanitaire. C'est-à-dire qu'on en vient à avoir une sorte de droit international sportif qui a pour, dans la source, est d'origine privée ou privatiste et qui finira par s'imposer aux États, étant entendu que la souveraineté, elle n'est pas absolue. Toute souveraineté, fût-elle celle de l'État, elle est relative. Elle est relative. N'est-ce pas? Parce que l'État a aussi en face de lui d'autres entités, n'est-ce pas, qui élaborent des règles que l'État doit pouvoir respecter. Maintenant, l'idée de souveraineté renvoie aussi au rapport de force. Ce que nous disons ici, il n'est pas évident que dans un contexte américain, au contexte français, qu'on ait sensiblement le développement. Ce qui veut dire que la souveraineté, de mon point de vue, c'est quelque chose de plastique, flexible, n'est-ce pas, et fonction de ce que l'État représente en lui-même et sur la scène internationale, en termes de puissance. Vous parlez comme un auteur, la puissance de l'État. Tous les États n'ont pas la même puissance, qui est l'expression de leur souveraineté. Donc moi je crois qu'il faut évacuer cette idée. Alors quelqu'un parlait tout à l'heure de... Alors, je crois que j'ai finalement répondu à toutes les questions. Est-ce qu'on peut interdire à un sportif de pratiquer son sport, etc., hors de son territoire étatique? Non, moi je crois que je ne vois pas comment. Tous les êtres humains, dit l'article 1er de la Déclaration universelle, naissent libres et égaux en dignité et en droit. Et les textes internationaux concernent la liberté d'aller et de venir, sauf si on a commis une infraction. La liberté d'aller et venir est un droit fondamental. Fondamentalité liée à la Constitution, fondamentalité liée aux textes internationaux règlements ratifiés par les États. Donc on ne peut pas interdire à un sportif de ne pas exercer l'activité, n'est-ce pas, de son choix, pour quitter son territoire pour exercer cette activité. Alors je crois avoir pris globalement les différentes questions et j'espère y avoir répondu. Pour dire que ici, contrairement à l'adage, ce n'est pas le dernier qui a parlé qui a raison. C'est là pour résumer que le Seigneur de n'est-ce pas, a choisi de répondre à toutes les questions. La plupart de ces réponses, malgré, je ne vais donc pas revenir sur toutes les questions pour lesquelles, n'est-ce pas, je suis d'accord avec la réponse, n'est-ce pas, apportée par le professeur Hugo, sauf à considérer que, et là je reviens sur la question du jeune collègue tout à l'heure, que s'agissant de la nationalité sportive, on peut effectivement considérer que c'est une fiction. Et si on ne considère pas que c'est une fiction, puisque ça existe, en tout cas c'est un usage. Et c'est un usage, cet usage n'est pas institué par le droit. Ce qui est institué par le droit, il faut bien qu'on soit d'accord là-dessus, c'est la nationalité civile. La nationalité sportive n'est instituée par aucun texte. Pour qu'on soit d'accord. Mais elle existe, c'est un fait. Et c'est un fait qui s'impose, n'est-ce pas, aux États, en raison de la puissance acquise par les organisations sportives
j'ai la pénalité internationale, je préfère dire transnationale. Hein? Et ça me permet également de faire le lien avec la première question, à savoir, est-ce que l'Afrique peut s'écarter de ce processus-là? Bien entendu, non. Cela n'est pas possible, puisque, et mon éminent collègue l'a évoqué tantôt, il faut tenir compte du rapport de force. Et l'État africain n'ont pas encore la puissance pour s'opposer, n'est-ce pas, j'allais dire aux desiderata, en tout cas aux motifs fixés par ces grandes deux organisations sportives internationales. Tant et si bien qu'à la fin, la plupart des États africains, si ce n'est tous, n'est-ce pas, vont finalement agréer, n'est-ce pas, à l'institution par leur pouvoir, n'est-ce pas, de la plurinationalité pour tenir compte de ce que leurs nationaux qui vont compétir sur le plan international auront forcément, enfin certainement besoin, n'est-ce pas, d'avoir plusieurs nationalités pour pouvoir déjà être admis ou aussi se mesurer aux autres. C'est cette évolution-là que l'Afrique doit prendre en compte, et je suis convaincu que le Cameroun, un jour ou l'autre, parce qu'il faut contextualiser les choses, n'est-ce pas, il viendra également pour quitter le terrain de ce que j'appelais l'hypocrisie de la pratique institutionnelle. Ok. Je suis Monsieur Galessami Le Prime, de nationalité congolaise, magistrat de l'ordre administratif formal ENAM du Cameroun. Donc, ma question se situe de cette manière. Le professeur Guimdo, que j'ai eu la chance de croiser à l'ENAM, il a dit que la nationalité sportive, c'est une fiction. Ouais, j'aimerais savoir, puisque aujourd'hui, il y a des binationaux qui se voient aujourd'hui appelés en sélection dans nos États, ça existe partout. Il arrive dans son pays d'origine et il commence à pratiquer le football dans son pays d'origine. De sa nationalité d'origine, qui est par exemple la nationalité française et la nationalité sportive qui est attribuée par le Congo ou bien le Cameroun. Quelle est l'institution ou bien le pays qui est chargé de protéger ces deux nationalités? Parce que nous savons tous que la nationalité civile est protégée par l'État. Mais quelle est l'institution ou bien l'État qui est chargé de protéger la nationalité sportive? Est-ce que c'est la FIFA ou bien la Fédération internationale d'athlétisme ou ce sont les États? Ma question est la suivante, professeur Guimdo. Tout à l'heure, vous nous avez dit que la nationalité sportive est une fiction. Mais j'aimerais bien savoir si celui qui bénéficie de cette nationalité sportive peut poser des actes civils, tels que le droit de vote ou alors briguer un poste de responsabilité. Comment est-ce que sur le plan pratique, on fait la différence entre la nationalité sportive et la nationalité civile? Deuxièmement, je voudrais savoir si, je prends l'exemple du football, si un joueur de foot qui veut jouer dans un championnat a absolument besoin de prendre la nationalité sportive, s'il est vrai qu'il n'entend pas jouer dans l'équipe nationale, par exemple, de ce pays, qui veut rester garder sa nationalité civile, est-ce que pour jouer dans un championnat ou dans un club, on a tellement besoin ou l'obligation de changer de nationalité au point de prendre la nationalité sportive? J'aimerais qu'on m'explique comment ça se passe. Merci. À quoi est liée la nationalité sportive? Est-ce à l'appartenance à une sélection sportive ou bien à la performance au sein de cette sélection? Je pose la question parce que nous avons vu des sportifs commencer une compétition ou un match avec une nationalité, la nationalité sportive bien évidemment, et avant la fin de la partie, on lui rappelle sa nationalité civile de manière péjorative. Est-ce que cette façon de faire ne dévalorise pas la nationalité civile, contrairement à ce que le professeur Guimdo a dit tout à l'heure,
parlant de la valorisation de la nationalité civile par la nationalité sportive. Je vais prendre la notion de la nationalité fonctionnelle pour essayer de la plonger dans le cadre spécifique du Cameroun et me poser la question si elle reste toujours fonctionnelle, étant donné que la nationalité tout court est attribuée par un État. Et dans le cadre de la loi camerounaise, lorsque vous avez acquis une nationalité, vous ne pouvez plus être camerounais. Est-ce que cette nationalité reste toujours fonctionnelle dans ce cadre? Parce qu'un individu qui cherche une nationalité dans son idée de la fonctionnalité, de l'utiliser pour sa fonction. Pour le Cameroun, vous perdez la nationalité camerounaise. Je me demande si elle reste toujours fonctionnelle. Une dernière question. Je suis Emmanuel Jawar, législateur civil du service en région du Centre. Alors, c'est à partir des deux exemples, oui, un exemple factuel. Le cas de l'athlète Charlotte Bandou, qui a, dans un premier temps, représenté l'État du Cameroun, il a engrangé des médailles pendant les Jeux olympiques. Et par la suite, nous l'avons revu portant les couleurs de la France. Est-ce que dans le cas d'espèce, l'exclusivité tient encore? Parce que c'est un exemple. Et il y a des articles même de la FIFA aujourd'hui qui permettent, même au niveau des équipes fanions, c'est-à-dire vous jouez en équipe A, au bout d'un certain temps, pour une nation, après vous avez la possibilité de jouer pour une autre nation. Est-ce que le principe de l'exclusivité tient encore à ce moment? Et une autre question, c'est celui du contentieux de la nationalité. Comment est-ce que ça se gère au niveau du Cameroun? Seulement si on arrivait à soulever ce contentieux. Merci. Un joueur qui aurait une double nationalité et qui a une nationalité sportive, puisque ayant compétit pour un État donné, ce joueur est-il habilité à pouvoir compétir pour être président d'une fédération fêtière? Voilà la question que pour une élection dans une fédération du sport qu'il a pratiqué. C'est une question intéressante. Mais la vérité, ce n'est pas une question difficile. Quand on l'envisage sur le plan strict du droit, j'entends le droit camerounais. La loi de juin 68 portant code de la nationalité est claire à ce sujet, n'est-ce pas, relativement à la consécration de la nationalité et à la reconnaissance de la perte de cette nationalité. Pour mettre les pieds dans le plat. Je n'ai pas vu ces documents. Vous savez, vous comprenez bien de qui je parle. Ce sont des documents qui attesteraient de ce que ce joueur-là aurait acquis une nationalité étrangère. Mais bien entendu, cela est facile à établir, puisque un État qui se respecte a des services consulaires à l'étranger, en sorte qu'un Camerounais qui change de nationalité, n'est-ce pas, la preuve de ce changement serait aisée à établir. Hein? Est-ce que cela a été fait par le Cameroun, par les services conseil camerounais dédiés? Je ne peux pas répondre. C'est le premier aspect de la question. Maintenant, en partant de l'hypothèse que ce compatriote, n'est-ce pas, a effectivement changé de nationalité et que, ipso facto, du point de vue formel, il a perdu la nationalité camerounaise, la même loi indique bel et bien, n'est-ce pas, les conditions dans lesquelles, n'est-ce pas, cette nationalité peut être consacrée. C'est soit par décret du président de la République, soit par une décision de justice. Il faut donc que cela soit rapporté
dans le cadre de ce processus électoral dans cette fédération, pour les contacteurs, c'est-à-dire les adversaires, n'est-ce pas, de ce candidat. Parce que si j'ai bien compris, ce candidat a bel et bien produit un dossier de candidature qui comporte, n'est-ce pas, notamment un certificat de nationalité. Maintenant, est-ce qu'il y a, le pouvoir public a pris un décret, n'est-ce pas, qui constate, n'est-ce pas, qu'il a perdu sa nationalité, ou alors est-ce qu'il y a une décision de justice irrélative? Je ne pense pas. Et donc, sur ce terrain-là, je pense que le candidat en question est bel et bien légitime à compétir sur le plan strict du droit. C'est une question complexe, c'est une question passionnante, mais aussi qui suscite des passions. Et on refuse alors de lire le droit et de l'interpréter de manière froide. Avant de répondre directement à cette question, je vais vous produire trois exemples jurisprudentiels. Et les deux premiers exemples concernent le juge administratif. Dans deux affaires où il a eu à traiter des questions de la nationalité. La première concerne un Camerounais qui s'est rendu en République centrafricaine et qui a pris la nationalité centrafricaine. Le concours de l'ESTIC est lancé, il candidate et il obtient. Au sortir de l'ESTIC, il demande à être intégré dans la fonction publique camerounaise. L'État lui dit, vous ne pouvez pas parce que vous n'êtes plus camerounais. L'intéressé introduit un recours contentieux auprès du juge administratif. Le juge administratif dit, je cite, attendu que l'intéressé a une double nationalité. Mais attendu que l'intéressé a choisi pour l'entrée à l'ESTIC la nationalité centrafricaine. Attendu par conséquent qu'il ne peut pas au sortir de cette école utiliser la nationalité camerounaise pour être intégré. Interprétation. Le juge ici admet la double nationalité. Alors même que, il dit double nationalité, alors même que le texte dit toute personne qui acquiert notre nationalité perd d'office la nationalité camerounaise. Premier exemple. Deuxième exemple, c'est une dame zaïroise qui entre à l'ENAM sur titre et entre-temps elle contracte mariage avec un Camerounais et elle obtient le décret irrelatif. Elle sort de l'ENAM, elle demande à être intégrée dans la fonction publique camerounaise. L'État s'y oppose. Elle introduit un recours auprès du juge administratif. Le juge administratif dit, certes la dame est entrée à l'ENAM étant zaïroise, mais pendant son séjour à l'ENAM, elle est devenue camerounaise. L'État l'a attesté. Qui plus est, dans l'arrêté qui proclame les résultats, il n'est pas indiqué qu'elle est étrangère. Et par conséquent, elle a le droit d'être intégrée dans la fonction publique camerounaise. On lui reconnaît ainsi la nationalité camerounaise. Troisième exemple que vous connaissez, c'est l'affaire Hervé Emmanuel Com, rendue par le Conseil constitutionnel relativement à sa recevabilité de sa candidature comme à la députation. Hervé Emmanuel Com est candidat à la députation et il a produit tous les documents, y compris le certificat de nationalité. Mais le Conseil constitutionnel, examinant le dossier, se rend compte que Hervé Emmanuel Com a un ensemble d'éléments, de preuves, qui indiquent qu'il y a longtemps qu'il n'est plus camerounais, qu'il a pris la nationalité française. Et le Conseil constitutionnel, sur cette base, estime qu'il ne peut pas être candidat, parce qu'il y a suffisamment de preuves qu'il ne peut pas l'être. Donc, il n'est plus camerounais. Et pourtant, les services judiciaires lui avaient délivré un certificat de nationalité.
je parle de cela pour vous dire que, au fond, lorsque la loi dit que la perte de nationalité ou la chaîne est constatée, est le fait de la loi, ou le fait de notre autorité administrative, avez-vous déjà vu la loi quelque part? Avez-vous échangé avec la loi? L'avez-vous salué? Avez-vous rencontré le législateur? Non. Ce qui veut dire que ce que la loi dit doit produire des effets. Et les effets ne peuvent être produits que si un acte a été pris. Et s'il n'y a pas cet acte, rien ne peut être fait. Lorsque le décret de 76, modifié en 2005, dit lorsque vous avez, il y a 2 titres fonciers dans une parcelle de terrain, les 2 titres sont nuls et de nul effet. En droit, la nullité ne se présume pas, on la constate. Il faut un acte de constatation de la nullité. Comme il faut un acte de constatation de la caducité. Ce qui veut dire que lorsqu'il n'y a pas de date, on est en plein dans les usages de ce qui est contre-légem. Mais contre-légem, c'est bon parce que personne n'a engagé une action en contestation de la nationalité. Ce qui veut dire que dans le cas qu'on a évoqué tout à l'heure, s'il n'y a pas un contentieux, s'il n'y a pas une contestation, eh bien l'intéressé peut bien évidemment être candidat à l'élection. Et je voulais terminer pour dire que il faut scruter le comportement des autorités politiques. Le droit et l'application du droit est aussi une question d'opportunité. L'autorité peut ne pas agir, tout en sachant pertinemment que le droit lui permet d'agir. Vous n'avez jamais posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce que la loi dit on perd la nationalité pour tel ou tel cas de figure, et à aucun moment l'autorité qui est censée agir ne l'a pas fait? Est-ce que cette autorité peut s'auto-saisir sans qu'elle ait des documents appropriés? Je crois qu'il faut dépassionner le débat et se poser cette question. Donc il ne faut pas faire comme si la loi a des pieds à des gens pour pouvoir agir d'elle-même. Il faut une action, il faut un acte. Je dirais, je parle d'un acte constatatif de la perte de la nationalité. Sans cet acte-là, eh bien je pense qu'on ne pourrait pas dire que tel n'a pas ou n'a pas. C'est pour ça qu'on ne présume pas. On est beaucoup plus au Cameroun dans les présomptions, alors qu'il faut faire agir le texte par une interprétation constructive. Moi, je crois que cette passion montre finalement que ce texte qui date et qui est daté doit être questionné pour s'arrimer, n'est-ce pas, à ce qui peut être considéré comme les nouveautés du XXIe siècle. C'est pour cette raison que je vous ai dit que le droit international du sport, comme le droit international humanitaire, finira par s'imposer et dicter une certaine conduite à l'État ou aux États. Alors, j'ai répondu à cette question, il y en avait d'autres, mais on signale là qu'il faut clore. Mais je voudrais simplement résumer mon propos en disant, c'est le jeune collègue qui a parlé de fiction. Or, je parlais de fonctionnaire. Mais j'ai dû rappeler que le droit est essentiellement fiction. Le droit traduit les faits par les fictions, parce qu'il faut pouvoir justifier la présence du droit. Même la nationalité est une fiction, tant qu'on ne l'a pas attribuée à quelqu'un, une personne physique. Ce sont des fictions, mais des fictions que l'on traduit dans la réalité par la reconnaissance de X ou Y comme étant camerounais. Enfin, il y a eu une question sur la valorisation. Oui, mais écoutez, j'ai pris un angle qui me permettait de montrer le continuum entre la nationalité civile et la nationalité sportive. D'où l'idée de valorisation. Donc celui qui agit par la nationalité sportive a pour, d'une façon ou d'une autre, valorise, n'est-ce pas, sa nationalité civile. Donc bien évidemment, vous avez des cas où,
effectivement, lorsque le sportif est en verve, lorsque le sportif est au diapason, on lui dit, on attribue une nationalité, et lorsqu'il est en déclin, on lui attribue une autre nationalité. Mais ça ne fait pas partie du droit. Ça fait partie, si vous voulez, des fantasmes humains. Des fantasmes humains. C'est-à-dire des lectures que chacun peut faire sur telle ou telle situation, parce que dans tous les cas, ça n'a pas un impact sur le droit. Donc, je voudrais respecter le temps. La nationalité civile. Parce que non, c'est un mouvement associatif, c'est bénévole, c'est volontaire. Ils ne sont pas sur d'autres thématiques. Par exemple, que l'expression appropriée est le mouvement sportif. On a à la fois les financements publics et les financements privés.